Cet après-midi, nous allons vous faire rencontrer des jeunes qui ont décidé de se battre contre la précarité. Vivre sans argent, sans soutien, c'est jamais par choix ce qu'on fait ça. Personne ne veut être réduit à être assis par terre face à des gens. Certains ont vécu dans la rue. On a quand même honte si quelqu'un nous voit de pouvoir dormir par terre. La rue la nuit, ça peut être dangereux, très dangereux. Il y a des agressions, il y a des vols, il y a des gens qui sont un petit peu dans leur monde. Pour eux, la vie n'est plus qu'une question de survie. Je me prive d'avoir des envies. Je prends ce que je peux prendre et je me contente de ça. D'autres sont devenus les rois de la débrouille pour s'en sortir. Il y en a eu combien de boulots? Il y en a eu, je dirais, peut-être une quinzaine. Pour moi, c'était pas de la précarité au départ. C'était juste la vie qui n'était pas forcément facile. Et alors qu'ils ont la vie devant eux, ils veulent retrouver confiance en l'avenir. J'ai plus du tout envie de vivre ça, puis ça serait vraiment avoir fait 30 pas en avant et retomber où j'étais avant. Non, c'est pas possible quoi. Bonjour à tous. En France, près de 2 millions de jeunes âgés de 18 à 29 ans vivent actuellement sous le seuil de pauvreté. Parmi eux, certains se retrouvent même contraints de vivre dans la rue. C'est le cas de Linda, une jeune SDF que nous avons suivie en reportage, et de Kinsey, qui est avec nous sur ce plateau. Elle nous racontera comment elle a traversé cette épreuve. Et puis dans la deuxième partie de notre émission, vous découvrirez le travail de 2 femmes, 2 journalistes qui ont enquêté et rencontré ce qu'elles ont surnommé la génération des brouilles. Bonjour Kinsey. Bonjour. Cela vous a demandé beaucoup de courage pour vous présenter à nous aujourd'hui et nous vous remercions pour votre confiance. Vous avez 22 ans et il y a 6 mois, vous étiez encore sans domicile fixe. Comment vous êtes-vous retrouvée dans cette situation de précarité? Juste après une rupture amoureuse avec le père de mon enfant. Alors vous aviez quel âge? J'avais 20 ans. Qu'est-ce qui s'était passé? Donc j'ai rompu avec le père de mon fils. Je suis allée au 115 de la ville de Mende, là où j'habite. Et c'est là qu'a commencé la galère et que je pensais pas que ça arriverait à ce point-là en fait, plus tard quoi. Vous étiez en couple depuis longtemps? 2 ans et demi. Et votre petit garçon avait quel âge? Enfin, c'est un garçon, une fille? Oui, c'est un petit garçon, Enzo. Il avait 1 an et 3 mois. Donc quand vous êtes partie, vous l'avez laissé avec son papa? Voilà. Donc ça fait beaucoup de déchirures quand même, tout ça en même temps. Beaucoup, ouais. Donc le SAMU social que vous êtes allé voir, est-ce qu'ils ont réussi à vous trouver un toit? Oui, pendant une semaine, j'étais au 115. Et après, j'ai mis au courant mes amis. Et j'ai une amie sur Mende qui m'a dit qu'elle ne voulait pas me voir là-bas. Ça veut dire quoi déjà, être au 115? Être au 115, ça veut dire que tu n'as pas d'autre solution que d'être hébergé par un organisme qui héberge les gens sans domicile fixe. Donc c'est là-bas que je suis allée, parce que j'avais pas le choix. Donc à partir de une semaine après, en fait, je suis allée chez elle. Et donc elle vivait en couple, elle avait déjà un enfant. Et elle m'a dit, je suis restée chez moi jusqu'au mois d'avril. Après, elle devait récupérer un autre enfant chez elle, donc la chambre devait être libérée. Donc c'était convenu comme ça. Et ensuite, là, je suis retournée un petit peu au 115. Et donc après 4 mois, quand même, passé chez votre amie. Ouais. Et j'avais pas non rien, plus. C'est une vraie amie qui vous a hébergé. C'est une vraie amie, ouais. Et comme j'ai pas réussi à trouver du travail ni rien, je m'en suis pas sortie comme ça, quoi. Donc vous êtes retourné au 115 et là vous avez commencé à vous faire quand même du souci et à chercher à être hébergé à droite et à gauche. Comment vous y êtes prise? Oui. Donc en fait les gens qui m'ont hébergé un petit peu à droite et à gauche, c'est des gens que je connaissais pas forcément. Comme Mende, c'est une petite ville, les gens étaient plus ou moins au courant de ma situation. Et je rencontrais pas mal de monde en fait en journée ou en soirée, donc j'étais invitée dans des soirées, dans des bars, des anniversaires, etc.
Donc il y avait des gens avec qui je parlais, ceux avec qui j'avais le plus d'affinité, qui s'intéressaient un petit peu à ma situation. Et ils me proposaient de m'héberger. Mais Et des gens que vous ne connaissiez non, pas du ouais. tout? Non, ouais, des gens que je connaissais pas, quoi. Alors bon, c'était un peu bizarre au début parce que on a l'impression de gratter, mais en fin de compte, on s'aperçoit très vite qu'au bout d'un moment, ça sert à rien de de dire non, non, non. En fait, C'est-à-dire quoi, gratter? C'est-à-dire profiter des gens? Ouais, enfin, on n'a pas envie qu'ils pensent ça, et puis. Mais vous n'aviez pas peur? Vous auriez pu quand même vous retrouver dans des situations un peu délicates? Je me suis retrouvée dans une situation un peu délicate. Ça vous est arrivé? Oui, ça m'est arrivé quelques fois. Vous êtes très jolie, donc j'imagine que Ça- on devait souvent vous proposer de vous héberger. Oui, et il y a certaines personnes qui n'étaient pas forcément bien intentionnées, et donc à la fin, ben, hop, rebelote à la rue, dormir dehors, ou trouver un autre pote en deux-deux. Et voilà. Donc on devient méfiant? Oui, méfiante de beaucoup de monde parce qu'on se demande ce qu'ils veulent en échange. Si c'est. Il y a vraiment très peu de personnes qui m'ont jamais rien demandé en retour. Et c'est des personnes que je vois encore aujourd'hui. Et c'est les seules personnes que je vois encore aujourd'hui. C'est pas forcément des gens qui vont à l'église tous les dimanches, c'est pas forcément des gens qui travaillent, c'est plutôt des gens en fait qui sont un petit peu comme moi avant, qui font la manche ou qui la font plus, mais qui ont connu en fait ce que c'est que de vivre durement et la galère. Et la plupart des gens qui m'ont hébergée, c'était les gens comme ça en fait. Qu'est-ce qu'on vous demandait en retour, comme vous dites? Moi, je disais aux gens, j'ai rien à vous offrir à part mon sourire et vous écouter et vous répondre si vous voulez. En contrepartie, je faisais le ménage, etc. Voilà. Mais après, c'était en échange, c'était jamais exprimé clairement. C'était au bout d'un certain temps, soit les gens c'était plus fort qu'eux, ou ils commencent à avoir des comportements. Et c'est quoi, par exemple? Quoi, sexuellement? Oui, il y a eu ça. Je me suis aussi fait agresser chez quelqu'un qui m'avait hébergée parce qu'il voulait pas que je parte de chez lui en fait. C'était bizarre quoi, parce qu'il m'aimait bien et il voulait pas que je parte de chez lui. C'est arrivé 2 fois ça. Pourquoi ça vous fait sourire? Parce que je souris tout le temps en fait. Parce que? Je souris tout le temps. Ah bon? Je préfère sourire que de pleurer quoi. Voilà. Mais vous cherchiez vraiment du travail? Au début, j'en cherchais quand j'étais hébergée par mon ami. Et ensuite, quand je me suis retrouvée vraiment dehors, c'est pas que j'avais plus envie, j'avais plus le temps, ou j'avais plus la tête à ça. Ça paraît bizarre parce que tous les gens, pour eux, j'avais tout le temps pour chercher du boulot en fait. Mais non, en fait, quand tu sais pas où est-ce que tu vas dormir, quand tu sais pas où si tu vas manger, des fois, je mangeais qu'un seul repas par jour, c'était à la Traverse, une association qui m'aidait. On mangeait le midi, des fois le soir on mangeait pas, ou on faisait les poubelles à Netto. Et c'est ouvert exprès parce qu'ils savaient qu'on venait chercher à manger si on foutait pas le bordel. Donc ça occupe la tête et on Ouais, n'est ça pas occupe la tête, disponible pour chercher du boulot. Ouais, parce qu'on a des problèmes qui sont concrets mais qui sont directs. C'est pas des soucis. Oh, si j'avais ci, si j'avais ça. Ou... Enfin, du coup, on n'a pas le temps et on est pris par des choses qu'on doit régler de suite, mais qu'on ne peut pas régler. Et on ne peut pas tout faire en fait. On ne peut pas être sur tous les fronts. Au bout d'un moment, on est obligé de prendre sur soi et en même temps de lâcher. On fait c'est bon. La première fois que vous avez dû dormir dehors, ouais, je m'en souviens, ouais. qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on éprouve en dehors du froid, j'imagine? Non, je disais pas trop froid parce que c'était l'été. Alors, Mais beaucoup de solitude. Parce que là, on voit vraiment qu'on est seul, qu'on n'a pas forcément... mon portable était cassé, l'écran était cassé, donc je ne voyais pas tout le temps ce qu'il y avait affiché dessus. Et, vous étiez où? Vous avez dormi où? J'ai pas dormi, en fait, j'étais au bord d'une rivière. Et je suis restée à réfléchir à ça. En fait, je me posais la question, où est-ce que je vais dormir? Est-ce que je vais dormir? Est-ce que je dormirai sur ce banc? Ou est-ce que je vais trouver un hall d'immeuble? Comme c'est la première fois que je dormais vraiment dehors, je savais pas ce que je pouvais faire, en fait. J'ai pas dormi et j'avais une tête horrible le lendemain matin et j'ai pleuré. J'ai insulté la terre entière. C'était injuste et c'est pas normal de laisser quelqu'un dormir dehors et que personne s'en soucie en fait. Et personne n'appelle pour savoir comment tu vas où, tu dors, t'as mangé. Et puis après, on apprend à dormir dehors? Non, on n'apprend pas parce que c'est jamais bien en fait. Après, on a nos coins en fait. Moi, je venais dans certains halls d'immeubles en sous-sol en fait, ou derrière des escaliers par exemple.
Enfin, c'était un peu caché. Je venais tard le soir, pas que les gens me voient rentrer là-dedans. Et j'essayais de partir tôt le matin. Pourquoi on se Pas cache? qu'on me voie. Bah, parce que ça craint, quoi. Enfin, c'est bon, bah, en plus, j'ai pas envie que tout le monde sache où je suis, quoi. Enfin, On a honte? ouais. Ben, moi, j'avais pas honte de dire aux gens que j'étais SDF parce que je me dis que les gens, ils peuvent pas juger parce qu'ils sont passés par là. Et quand ils seront passés par là, on verra bien la tête qu'ils tireront. Mais on a quand même honte si quelqu'un nous voit de pouvoir dormir par terre avec nos bras pour oreiller, quoi. Enfin, Vous étiez en colère? ouais, oui, en colère longtemps. En colère contre qui? Tout le monde. C'est qui tout le monde? Les gens autour de moi, les gens qui pouvaient m'aider, qui l'ont pas fait. Et contre vous, à un moment donné, ou pas du tout? Non. Non, parce que j'ai pas demandé à ce qu'il m'arrive ça, en fait. Donc, non. Non, j'étais pas en colère contre moi. Non, pas contre moi. On fait petit à petit et on patiente. On patiente. Un peu comme, pas comme en prison, mais enfin, en prison dehors, en fait, en vrai, parce que on est tout le temps dehors et on patiente. Vous êtes dehors, c'est comme si on était en prison. Bah oui, parce que quand on est malade, bah, le médecin, il peut pas te faire un arrêt de rue, hein, ça n'existe pas, c'est un arrêt de travail, un repos. Il peut pas te dire, oui, tiens, je trouve une chambre et va te reposer, quoi. Non. Ça vous est arrivé? Bah ouais. D'être malade, par exemple une gastro, une grippe ou quoi. Vous dites ça en riant? Hein? Vous dites ça en riant? Bah ouais, parce que voilà, c'est un petit peu marrant quand j'y pense, quoi. C'est pas de chance, quoi, mais voilà, quoi. Et votre fils, alors, pendant tous ces moments-là, vous ne le voyiez pas? Pas vraiment. Quand j'étais hébergée par mon ami au début, oui, je pouvais l'héberger, donc il venait chez mon ami et je dormais dans une chambre avec mon fils, donc un week-end sur 2. On faisait comme ça, avec son père, parce qu'il n'y avait pas encore eu le jugement. Après, à partir du moment où il y a... Vous disiez quoi à votre fils? Ben, je lui disais que je l'aimais, que je ne l'avais pas abandonné, parce que c'était important pour moi qu'il le sache. Et que ben, ça allait s'arranger un jour, quoi. Et quand vous étiez dans la rue, vous n'avez pas pu le voir? Non. Il savait où vous dormiez? Donc vous n'avez pas tous les jours souri, manifestement. C'est des moments difficiles, ça, par rapport à lui. Donc beaucoup de culpabilité, j'imagine. Je vais vous laisser reprendre un petit peu vos esprits et sécher vos larmes. Notre équipe est allée à la rencontre de Linda. Linda, c'est une jeune femme de 24 ans et de son compagnon qui vivent actuellement dans la rue. Ils ont souhaité rester anonymes par peur du regard des autres, mais ils ont accepté de nous parler de leur quotidien et notamment du fait de devoir sans cesse chercher un abri. On va les écouter et puis on en parle ensemble juste après. C'est super important de se mettre en sécurité parce que la rue, la nuit, ça peut être dangereux. Très dangereux. Ah, il est chaud le radiateur. Je savais pas qu'il y avait un radiateur ici. Là, c'est mortel. Il y a des agressions, il y a des vols, il y a des gens qui sont un petit peu dans leur monde. On se pose ici, après nous on met un petit peu de musique, de temps en temps on fume une cigarette, après voilà, on se repose. Et voilà, quoi. Après le matin on se réveille et on bouge. Ce qui manque le plus maintenant au jour d'aujourd'hui, c'est un toit, d'avoir une chambre ou même d'être en foyer et un travail. J'imagine, vous aussi, comme Linda, que vous avez rêvé de chambre et d'avoir un travail et de trouver du réconfort. J'imagine que vous avez traversé pas mal de moments de désespoir. C'est dur. Ouais. Est-ce que quand même on trouve des confidents dans ces moments-là, dans la rue? Oui, on en trouve. Mais bon, en fait, on sait que c'est pas forcément des gens qui vont rester à vie avec nous. Mais on trouve quand même, bien sûr, heureusement. Vous avez beaucoup d'humour? Ouais. Vous arrivez à chaque fois à vous en sortir, à sortir du désespoir par des pirouettes, par un sourire? Oui, toujours, heureusement. C'est parfois, j'imagine, la seule porte de sortie. Bah, il vaut Pour mieux dire garder que... une sorte d'honneur, quoi. Oui, et puis bon, je pense que quand on est plus bas, quand on est au plus bas,
Le seul truc qui nous reste après, si on tombe plus bas, c'est la tombe. Hein. Donc, moi, je pense que même si tout va mal, en réalité, le rire, c'est gratuit. Donc, pourquoi s'en priver, en fait, hein. C'est joli, cette formule. Le rire, c'est gratuit. Samuel Mergui, bonjour, vous êtes l'un de nos psychologues. Vous allez nous faire profiter de votre expertise aujourd'hui. Dans ce cas-là, ça doit être déterminant d'avoir une attache, comme Kinsey avec son fils, mais déterminant, mais aussi douloureux quand on ne peut pas le voir. Effectivement, en fait, quand durant toute votre existence, on vous a fait croire, on vous a dit que vous ne valez rien ou que vous n'êtes pas à la hauteur, il y a le risque que par la suite, finalement, cette petite voix qu'on va intérioriser, elle nous rattrape et que on pourrait avoir tendance à se saboter. Et donc là, le fait d'avoir un enfant, c'est quelque chose qui va peut-être vous permettre justement de garder le cap et surtout avec ce projet de le récupérer et qui va peut-être vous permettre de reprendre le contrôle et de ne pas laisser ces intentions qui ne vous appartiennent pas en fait vous empêcher de réussir. Ouais. Qu'est-ce qui résonne en vous dans ces propos ? C'est que c'est vrai, tous les choix que j'ai faits dans ma vie, je les ai pensés pour mon fils. À chaque fois que je prenais une décision, je me disais, et pour mon fils, qu'est-ce que ce sera plus tard ? Donc c'était un moteur pour vous en sortir ? Ah oui, bien sûr, c'était pas ma vie, ça. J'ai jamais demandé à ce qu'il m'arrive ça. Malheureusement, ça m'est tombé dessus. Ou heureusement, ça m'a fait grandir un petit peu aussi quelque part. Mais tout ce que je faisais, c'était pour mon fils avant moi, quoi. Ça vous est arrivé de succomber à la drogue, à l'alcool ? Non. Pour oublier peut-être ? Non, jamais. 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 Ça doit être difficile parce que on doit être tenté. Non, pas moi. Non, parce que je voulais être certaine, parce que il m'arrivait plein d'histoires, plein de trucs à la con et tout. Et je voulais être sûre que si un jour plus tard, quelqu'un dise à mon fils, ta mère, elle a fait ci ou ça, que je puisse être capable de regarder la personne dans les yeux et lui dire non, j'ai pas fait ci ou ça, ou oui, j'ai fait ci ou ça. Mais de toujours être sûre de moi dans ce que je faisais et ce que je ferais plus tard. Toujours. Toujours être lucide, de Voilà. vouloir vraiment choisir. Ouais. Ça vous vient d'où, cette force-là ? Je sais pas. On sent que c'est quoi l'histoire à la con ? Des embrouilles. Des embrouilles. Ouais, des embrouilles. Vous avez été pas mal cabossé quand même. Oui, ouais. Faut rester dur, mais on est un peu tordu du coup. Des embrouilles, des histoires à la con avec des gens qui n'ont pas confiance, des mots qu'ils peuvent employer et des conséquences que ça peut avoir plus tard sur des personnes. Des choses comme ça, quoi. Vous êtes arrivé de faire la Manche ? Oui, il m'est arrivé de faire la Manche. Ouais. Au début, je voulais pas trop, puis en fait, j'étais avec des collègues en camion qui m'avaient hébergée et ils faisaient la Manche et je voulais pas trop la faire dans la ville où j'habitais parce que je voulais pas trop que ça soit non plus dégradant pour moi. Enfin, que les gens s'imaginent trop de trucs, quoi. Donc, par rapport à votre fils ? Ouais, par rapport à mon fils, par rapport à mes projets plus tard, quoi. C'est quoi vos projets plus tard ? Plus tard, c'était avoir mon travail, avoir mon appartement. Enfin, mon appartement, mon travail, mais en fait, ça ne va pas sans l'autre. Qu'est-ce que vous cherchez comme travail ? Tout, je m'en fous. Tout ce qui pouvait passer, tout ce que ça me rapporte de l'argent à la fin du mois et que je puisse avoir mon appartement, quoi. C'était juste ça, quoi. Alors, Linda et son compagnon doivent eux aussi faire la Manche. On va écouter ce qu'ils nous ont confié à ce sujet. Excusez-moi, monsieur, vous n'auriez pas 20 centimes à me dépanner ? Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Vous n'avez pas 10 centimes à me dépanner, s'il vous plaît, 10 centimes. J'aborde des gens avec le sourire, toujours. J'ai pas honte de faire la Manche parce que d'une certaine manière, j'en ai besoin. Il y a des moments très très difficiles pour faire la Manche parce que de temps en temps, on n'a pas la motivation, on n'a pas envie de parler avec des gens, on a envie de rester tranquille. Et à partir de ce moment-là, c'est dur. 7 €, donne-moi juste ça. 7 €. Il y a 8 €. 8 € à notre actif. Ça vous rappelle des souvenirs, cette situation ? Ouais, moi, je grattais pas aux gens dans la rue comme ça, quoi. Mais ouais, c'est marrant. Alors, vous dites marrant ? Ouais, c'est drôle de revoir ces images-là, parce que ça me rappelle des souvenirs à moi. Après, je suis sûre qu'elle, c'est pas drôle pour elle de le faire, mais ouais, ça rappelle quelques souvenirs, parce que mine de rien, tout n'était pas non plus. Il y a quand même quelques bons souvenirs avec les potes avec qui on faisait ça, quoi. Par exemple ?
Bah, l'église, c'est trop facile. L'église Ouais, l'église d'un village en Lozère et tout. Quoi, vous faisiez la quête? Non, vous n'êtes pas la quête, Ah bon. mais voilà, les... C'est-à-dire, à la sortie de l'église, les gens sont plus généreux, a Ouais, priori? ouais, c'est... Ils ont l'impression C'est des vieux, quoi. d'accomplir une bonne action? Ouais, voilà. Et comme on avait le sourire, qu'on est resté sympa et tout, et genre et tout. Du coup, ils nous donnaient un peu d'argent, quoi. Là où c'était moins drôle, c'était sorti d'un magasin. On voyait des gens qui nous regardaient avec du mépris, qui disaient putain, quelle honte et tout, mais aller travailler, etc. Attends, des fois, j'avoue, j'ai mal parlé à des gens. Parce que moi, les gens, on les braque pas, quoi. On reste là, assis, on leur dit bonjour, et puis c'est tout. Après, s'ils ont envie de donner, ils donnent ce qu'ils veulent. Mais on les force pas, donc ils n'ont pas à nous parler mal, quoi. Il y a des gens qui vous parlaient mal? Ouais, oui, des vieux surtout. Ils disaient quoi? Quelle honte, trouvez du boulot, faites comme tout le monde, bougez-vous. Tu sais, mais du boulot, trouve-moi-en, sinon je serais pas là. Tu crois que ça va foutre ou pas dans ma vie, de faire la manche, sérieux? Enfin, surtout que les gens, ils connaissaient pas ma vie, ni la vie de mes potes avec qui on faisait ça. C'est jamais par choix, ce qu'on fait ça. Hein. Personne ne veut être réduit à être assis par terre face à des gens, alors qu'avant, toi aussi, t'allais faire tes courses comme eux. Qui est-ce qui étaient les plus généreux? Quel genre de profil? Des femmes. Elles nous donnaient souvent des trucs pour les animaux, surtout. Elles me disaient, c'est pas pour les bières. Hein. Puis... Des trucs pour les animaux? Ouais, des croquettes, par exemple. Vous donnez... Ah, parce que vous aviez un chien? Pas moi, mais mes potes, oui, ils avaient 3 chiens. Ouais. Pas pour vous, quand même? Non, parce que là, c'est notre gueule un peu, la femme. Non. Mais voilà, sinon, ouais, ils nous donnaient un petit peu d'argent, des fois de la nourriture. Et l'argent, c'était plus à l'église. Ouais. Alors, il vous est arrivé pendant cette période-là de dormir dans un camion? Oui, ouais. Vous aviez des copains à ce moment-là? Des Ouais. potes, comme vous dites? Ouais, c'était ceux avec qui je faisais la manche. Ouais. Et je les remercie. Ouais. C'était pas toujours hygiénique. Parfois, on se douchait pas pendant 2-3 jours, ou parfois plus, hein, voilà. Puis un peu. Mais il y avait des moments de partage, d'amitié? Ah oui, tout le temps. Hein, entre nous, tout allait toujours bien, donc c'était toujours... on partageait la nourriture, on partageait Vous aviez l'argent. faim, souvent? Avec eux, non, on n'avait pas souvent faim parce qu'on mangeait bien, quoi. Ils avaient tout ce qu'il fallait dans le camion, la gazinière, tout, quoi. Mais quand vous étiez dans la rue? Ouais, alors ça, après, c'est bizarre parce que la sensation de faim, elle s'en va. Quand c'est plus l'heure, quoi. Donc après, en fait, j'avais moins faim. Je mangeais 1 fois par jour à travers ce midi, et des fois, je mangeais pas le soir, ou très peu. Je sais que je mangeais pas forcément à ma faim parce que je mange beaucoup, en fait. Et puis voilà, après, on s'y fait, en fait. Je sais pas, c'est un mode de vie. Vous étiez encore plus mince qu'aujourd'hui, là? Ouais. Parce que là, vous n'êtes pas très épaisse, quand même. Oui, mais j'ai grossi. Vous diriez que la rue vous a changé? Oui, ça m'a changé psychologiquement. C'est-à-dire? C'est-à-dire que maintenant, les gens de mon âge, j'ai du mal à échanger avec eux parce que c'est des gens avec qui j'ai pas forcément de trucs à dire parce que eux, ils n'ont pas connu tout ça, donc ils sont encore pas dans l'enfance, mais ils n'ont pas conscience de ce qui peut se passer, quoi. Vous vous sentez plus mûr, vous? Pas plus mûr, mais avoir une vie différente. Du coup, c'est pas avec eux que je vais changer des trucs sur la vie, quoi. Je vois, on n'a pas du tout les mêmes sujets de conversation. Après, ouais, je reste avec mes 22 ans. Vous êtes capable aujourd'hui de faire des priorités, de faire des hiérarchies? Oui, ouais, je sais ce qu'il faut que je fasse pour plus me mettre dans la merde toute seule et faire ce qui est le mieux et l'ordre des priorités des choses, quoi, voilà. Alors, vous disiez que parfois vous aviez faim, Ouais. que quand l'heure passait, finalement, on C'est plus l'heure. finit par oublier la faim. Linda et son compagnon nous ont eux aussi parlé de cette faim qu'ils combattent quotidiennement. Pour eux, la vie n'est plus qu'une question de survie. Écoutez-les. Pourtant, fugité. Voilà. Bonjour, chef. On achète 2 sandwichs pour manger parce qu'on n'a pas mangé dans la journée. Une bouteille d'eau? Et une petite bouteille d'eau. C'est pas que c'est dur, mais c'est que ça me ferait plaisir de prendre autre chose. Maintenant... On n'a pas d'argent. On n'a pas l'argent. Je prends ce que je peux prendre et je me contente de ça. De pas manger à sa faim, c'est un sentiment que j'avais jamais eu avant. Parce que quand j'étais chez mes parents, donc voilà, je mangeais à ma faim, je mangeais comme je voulais. Maintenant,
Je me prive d'avoir des envies. Je me prive d'avoir des envies. Mm. Ça vous parle, Ouais, cette je phrase? comprends. Ouais. Ouais. On oublie d'avoir faim, quoi. Bah ouais, enfin moi j'y pensais plus après. Quand on dort dehors, on se sent comment à l'intérieur de soi? Ben mal, seul. Et comme si on n'avait pas la même place que tout le monde. Pourquoi il y a quelqu'un qui a un appartement et pas toi? Donc la colère, l'injustice. Oui. Hein, ça revenait tout le temps et c'est des sentiments qui devaient vous empêcher de dormir. Empêcher de dormir, empêcher d'avancer. Enfin, empêcher d'avancer oui et non parce que faut continuer de se battre hein, si on veut sortir de ça. Si c'est notre envie réelle au fond. Mais oui, la colère et... Samuel, la colère, l'injustice, la haine. Oui, ça souvent empêche dans la d'avancer. rue, vous avez un sentiment d'exclusion, un manque de reconnaissance. Vous pouvez avoir l'impression en fait de ne pas exister. C'est-à-dire qu'il y a tous ces gens qui passent devant vous, qui ne vous regardent pas. Et voilà, c'est l'impression en fait que pour certains, vous n'allez même pas être un être humain. Et à force, ça peut créer une espèce d'agressivité qui peut s'exprimer parfois de manière assez violente. Certains vont même aller jusqu'à des délits. Et ça va être une manière de dire, mais regardez, j'existe. Alors, il est temps de marquer une courte pause et c'est le moment idéal pour vous de réagir aux histoires de Kinsey et de Linda sur Facebook ou sur Twitter avec le hashtag toute une histoire. À tout de suite. Vous aussi, vous pouvez participer à notre émission. L'un de vos proches est décédé et l'enquête a conclu à un suicide. Vous n'arrivez pas à croire qu'il ait lui-même mis fin à ses jours. Un membre de votre famille se serait suicidé et depuis sa disparition, vous tentez de prouver que sa mort est un crime. Pendant des années, vous avez pensé que l'un de vos proches s'était suicidé jusqu'à ce que vous découvriez la véritable cause de sa mort. Le suicide de l'un de vos proches fait débat au sein de votre famille. Certains croient à cette théorie, d'autres pensent qu'il s'agit d'un accident ou d'un assassinat. Une personne qui vous était chère s'est volontairement donné la mort et vous êtes convaincu que quelqu'un l'a poussé à le faire. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou sur les réseaux sociaux. Au programme de l'histoire continue aujourd'hui, Renaud va vous prouver que l'amour n'a pas d'âge. Aujourd'hui en France, il y a environ entre 15 et 20 millions de seniors. C'est une population qui est très marquée par les divorces. Et du coup, les seniors se mettent pas mal au site de rencontres. Et puis surtout, nous retrouverons un Claude en pleine forme. Car en un an, sa vie a bien changé. Au bout d'un certain temps, je cherchais une copilote pour m'accompagner dans mes voyages. La complicité est complète, ça marche très bien. Il n'y a pas d'âge pour l'amour. L'amour, c'est permanent, c'est tout le temps. Il s'agit de trouver la bonne personne, c'est tout. À tout à l'heure dans l'histoire continue avec d'autres rencontres. Et à quoi il devrait ressembler, le prince charmant? Oh, j'aime bien les petits gros. S'il est beaucoup plus jeune, Ça me va aussi. bienvenue. Si vous nous rejoignez sur le plateau de toute une histoire Kinsey, il y a un instant, vous nous racontiez quelle vie vous meniez lorsque vous avez passé plusieurs mois dans la rue. Vous aviez à peine 20 ans et vous étiez maman d'un petit garçon. Qu'est-ce qui a mis fin à ce calvaire? Ce qui m'a mis fin à ce calvaire, c'est que je suis retournée voir la mission locale et je leur ai demandé s'il y avait des formations de disponibles au mois de septembre-octobre. Alors ils m'ont répondu que oui, j'ai supplié de m'inscrire à une formation. Ils ne me prenaient pas trop au sérieux parce qu'ils avaient l'image de moi, enfin la mauvaise image quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ne me faisaient pas confiance hein, quand on sait que j'étais dans la rue, etc. On imagine tout, on imagine le pire chez les personnes, enfin le manque de confiance chez la personne quoi. Et alors, ils vous ont proposé une formation de quoi? C'était au Greta, c'était une formation qui s'appelle Cap Métier d'avenir. Donc c'est une formation qui sert à rien, mais qui est rémunérée en fait. Ouais, enfin je veux dire, on n'est pas qualifié. Qui sert à rien, quoi, qui est censé quand même déboucher sur un boulot. Ben non, pas forcément. Oui, enfin ouais, avec un peu de chance, oui, ça peut déboucher sur un boulot. En fait, donc ça consistait à faire des stages dans des entreprises, enfin dans des milieux professionnels qui nous intéressaient, voir si on était fait pour ça, faire des stages. Alors qu'est-ce qui vous intéressait, vous? Ben, en fait, moi, c'est les chevaux qui m'intéressent parce que mon premier métier, c'est les chevaux. Les chevaux. Voilà, je suis diplômée là-dedans. J'avais pas le permis.
je pouvais pas aller au centre équestre et tout, donc il fallait que je fasse des trucs que je puisse faire à pied, quoi. Enfin, pour me rendre sur les lieux de stage à pied, donc j'ai fait de l'esthétique. Donc je suis une femme super sympa. Ça vous plaisait? Oui, bah, c'était un peu mou, mais ouais, bah ouais. Enfin. Bah, vous dépend ce qu'on fait. Bah, épiler des gens. Non, mais c'est cool, hein. Mais ça me convenait pas. C'était bien, mais c'était pas. Vous, dans l'absolu, vous auriez voulu quoi? Ah, moi, j'aurais voulu reprendre mon métier. Auprès des chevaux. Voilà. Et continuer là-dedans. Donc voilà, j'ai fait cette formation. Et donc, juste avant d'être certaine de pouvoir entrer en formation, j'étais repartie voir mon fils en stop. Et sur le chemin du retour à Alès, il y a un type qui s'arrête en voiture et qui me prend en stop. Il s'appelle Claude. Et en fait, donc j'entre, il essaye de me faire flipper, le type, en me disant c'est pas prudent de faire du stop quand on est une jeune fille. Un plus âgé? Oui, il a 60 ans, lui. Et du coup, il me raconte un peu sa vie. Et je lui dis, ouais, non, mais il n'y a pas de souci, j'ai une bombe lacrymogène et tout. Il me dit, oh, bah dis donc, heureusement que tu l'as, parce que moi, c'est sûr que je peux pas te la prendre, la bombe lacrymogène, comme ça, tu risques rien, quoi. Donc, je lui dis, ouais, il commence à me saouler. Puis bon, en fait, on sympathise, tout ça. Et je lui explique ma situation, parce qu'il veut savoir pourquoi je fais du stop, quoi. Donc, à chaque personne, ça lui semble bizarre, quoi. Je viens voir mon fils en stop, ah bon, on m'explique, quoi. Et donc, après, je lui explique que je voulais faire une formation. Mais j'ai pas d'habit pour y aller, j'ai rien. Du coup, en fait, il me fait dormir chez lui dans la chambre de sa fille. Et le lendemain, il me dit, allez, viens, on va faire les magasins. Donc, il m'a amené sur Alès. Trop sympa. Trop sympa, ouais. Et au début, je n'osais pas trop. Après, je lui ai dit, allez, c'est bon, prends. De toute façon, t'as rien. Il se propose, c'est bon. Rien en échange? Rien en ne échange. drague pas un petit peu? Non, ça, non, rien en échange du tout. Bah ouais, en fait. Il était dans quelle situation, lui? Il était marié? Divorcé, retraité. Donc il a eu un coup de cœur pour vous. Il a eu envie pitié, de vous quoi, aider. en fait. Hein. Ouais. Donc il est venu faire les magasins avec vous? Ouais. Genre Pretty Woman? Ah ouais, il a attendu et tout, j'ai essayé tout plein de trucs et tout. C'est vrai? Il donnait son avis sur ce que vous essayez? Ouais, je veux pas trop qu'il donne son avis parce que voilà, je connais pas et tout, c'est chelou. Enfin, je me dis qu'un type il me regarde, ça me va ou quoi, je ferais que ce soit la vendeuse quoi, qui me dise. Mais ouais, de toute façon, il voulait que ça se passe bien, du coup il m'encourageait, c'est super et tout. Il vous a acheté quoi? Bah, des pantalons noirs, des hauts noirs et des ballerines noires. Plusieurs? Une paire de ballerines, deux pantalons et 2 ou 3 t-shirts. Et voilà, parce que moi je voulais pas non plus. Super sympa ce Claude. Ouais, voilà, trop sympa. Et c'est ce que vous portez aujourd'hui? Non. Ils sont usés maintenant. Ah bon? Ils sont plus trop noirs en fait. Voilà. Est-ce que vous avez mis et remis? Remis, ouais, j'avais que ça après. Donc du coup, ça s'est bien passé la formation? Ouais, ça s'est bien passé, j'ai fait jusqu'au bout. Alors vous en êtes où aujourd'hui? Aujourd'hui, je viens de terminer un contrat de travail dans un hôtel et j'en ai un autre et mon patron devait m'embaucher aujourd'hui, mais en fait il m'embauche demain. Qu'est-ce que vous faites dans les hôtels? Alors dans mon précédent contrat, je faisais de la réception, du ménage et le petit déjeuner, parfois des fermetures. Et c'est maintenant... pas mou ça? Hein? C'est pas mou? C'est pas quoi? Mou? Mou? Non, c'est pas mou, non. Non, c'est pas mou, non. Et l'esthétique? J'y vais pour me faire épiler, puis c'est tout. Hein. Oh. Voilà. Et ça vous a pas plu? J'aime bien m'occuper des gens, mais dans un salon, non. Et votre fils? Ouais. Alors, il est où? Alors, il est encore avec son papa. Et bon, maintenant, voilà, je le vois bien un week-end sur 2, la moitié des vacances. Non, maintenant, ça va mieux, quoi, parce que je sais par où je suis passée, je sais que maintenant, je fais ça vraiment pour moi, qu'il faut que je continue pour ne plus être là-dedans, parce que j'ai peur de redevenir, de retourner dans la rue, parce que j'ai plus du tout envie de vivre ça, puis ça serait vraiment avoir fait 30 pas en avant et retomber là où j'étais avant. Non, c'est pas possible, quoi. C'est ce caractère fort qui lui a permis de tenir, Samuel? Oui, certainement. Certainement aussi parce qu'il y a cet enfant qui vous a permis de mûrir. C'est une compétence, c'est une capacité que vous allez pouvoir valoriser après par la suite. Par contre, peut-être attention à ce que cette force que vous avez su acquérir ne vous entrave pas, ne vous rende pas trop exigeante, trop dure, trop intolérante avec les gens et que ça ne vous empêche pas de réussir. Ouais, il faut que je fasse gaffe à ça. Ouais. On me le reproche parfois. Okay. Est-ce que la haine et la colère s'est apaisée? Oui, ça s'est apaisé, ouais. Oui, maintenant, je pense plus à tout ça, quoi. Hein. Et vous avez un appartement aujourd'hui? Oui, grâce à la traverse, un appartement social.
Le bus est cool, c'est pas cher. Voilà. Bon, et ben bravo. Hein. On peut l'applaudir, Kinsey, je crois. Alors, pendant la préparation de cette émission, une initiative pour apporter un peu de réconfort et d'estime aux sans-abri a retenu notre attention et nous avons tenu à la saluer aujourd'hui. Bonjour Dati. Alors Dati, vous avez 26 ans et vous possédez déjà votre propre salon de coiffure et chaque semaine vous donnez de votre temps à ceux qui vivent dans la rue. On va regarder quelques images, elles parlent d'elles-mêmes. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, 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 oh. And wave out to the crowd, and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. 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 Dati qui fait un triomphe auprès de notre public. C'est important de redonner le sourire à ceux qui sont dans la rue. C'est très important, oui, parce que ces personnes-là sont laissées sur le bas-côté. Ouais. Donc c'est vrai qu'on vit dans une société où le chacun pour soi prime sur la solidarité. Et aujourd'hui, quand on voit des personnes qui sont dans la rue, qui n'ont plus rien, n'ont plus de toit, n'ont plus de famille. Donc nous, on essaye à notre échelle de changer leur quotidien, de leur apporter un peu de chaleur humaine à travers une coupe de cheveux. Comment ça vous est venu, cette idée? En fait, j'avais vu la vidéo l'année dernière d'un coiffeur new-yorkais qui avait fait la même démarche aux États-Unis. Et je me suis dit, le jour où je pourrai le faire, je le ferai en France. Alors, vous le faites 1 à 2 fois par semaine. Vous allez dans la rue pour coiffer des SDF. Comment réagissent-ils quand ils sont passés entre eux? Ça se passe comment d'abord? Vous faites comme ça au feeling? Vous improvisez ou vous les repérez avant? On n'improvise pas du tout. On prévoit d'aller dans la rue. Donc, la dernière fois qu'on a été, c'était à Nantes. Donc on a été en centre-ville. Donc j'avais ma mallette de coiffure. On s'est regroupés en centre-ville. On a vu des SDF sur un banc. Donc j'ai été les voir tout simplement. Le feeling s'est très bien passé. Et du coup, voilà, on fait ça dans la rue. C'est une situation que vous avez connue, vous? La précarité? La précarité, oui. Après, j'ai la chance de ne jamais avoir dormi dans la rue. Donc moi, je suis issu d'une famille nombreuse. Donc on est 11 enfants. Donc le partage, je connais. Donc pour moi, c'est insupportable de voir des personnes galérer dans la rue. Et je me suis toujours promis d'aider mon prochain. Kinsey, vous en pensez quoi de cette initiative? Je trouve ça super. Hein, si vous l'aviez croisée dans la rue avec sa tondeuse. Non, t'approches pas de mes cheveux. Ils sont bien comme ça, mais en tout cas, ouais, c'est super parce que l'image de soi, enfin, les gens te voient tel que tu es. Quand tu es SDF, ça se remarque de suite. Peut-être pas au début, mais au bout d'un moment, oui, quoi. Et pouvoir redonner une image propre à ces personnes, ouais, c'est super. Alors, la débrouillardise chez les jeunes en situation précaire, c'est justement le sujet de votre enquête, Sophie et Mathilde. Donc, je vais vous proposer de venir nous rejoindre pour nous en parler. Vous êtes toutes les deux journalistes. Bonjour. Donc vous êtes les deux journalistes et cette année vous avez publié Ma vie à 2 balles, Génération Débrouille. Qu'est-ce que vous aviez comme objectif lorsque vous êtes lancé dans l'écriture de ce livre? L'objectif était d'aller à la rencontre de jeunes qui sont dans un système D et qui font face à la crise économique, tout en créant leur vie, donc en choisissant leur vie face à cette crise, parce qu'ils se retrouvent sur un chemin écarté.
et l'envie de mettre des visages aussi à des jeunes qui sont dans cette situation de système D, de choix de système D et de génération, ce qu'on appelle un peu mis à l'écart. Donc, voilà. Qu'est-ce qui était la genèse de cette enquête ? Alors l'enquête a démarré par une commande que j'avais eue pour Médecins du Monde pour filmer dans des squats. Et petit à petit, le sujet a évolué vers les jeunes et la débrouille. Donc c'était un peu avant les élections. Et donc, comme la campagne de Hollande était donc surtout sur les jeunes, on avait envie de mettre des images sur ces jeunes. En fait, ce sont les jeunes qui ne restent pas passifs par rapport à leur situation ? Oui. C'est un peu à cela que vous êtes intéressé ? Oui, qui ont des idées pour s'en sortir malgré cette précarité. Oui, alors ils se basent sur la précarité en se disant donc comment en sortir. Donc ils ont pris d'autres chemins, ils se sont battus pour s'en sortir et ils ont trouvé des solutions. Alors on va regarder justement un extrait du documentaire qui a incité votre éditeur à vous commander ce livre consacré à la génération débrouille. On vit avec un RSA pour deux. Quand on enlève le loyer, il n'y a plus rien. Voilà, des mecs qui se retrouvent avec bac plus 5, contrat je sais pas quoi, tremplin ou trampoline, je sais pas quoi. Quand on n'a plus trop d'argent à la fin du mois, on va manger au foyer africain parce que le repas est pas cher. Tout le monde me dit ouais, comment tu fais avec si peu d'argent, mais moi je trouve qu'on vit bien, on se prive pas. C'est la débrouille, on prend ses compétences, on les met sur une table, on dit alors qu'est-ce que je peux faire avec ça ? 3 500 € pour avoir 27 mètres carrés. On demande aux commerçants si on peut les débarrasser, genre les cagettes comme ça, tout ça. Ils nous donnent les invendus ensuite. Moi, je m'estime pas être dans la galère. De pas avoir énormément de ressources, ça pousse à être créatif. C'est ça qui nous donne de l'énergie ici, quoi. Alors, j'imagine que vous avez rencontré beaucoup de jeunes au cours de votre enquête. On va diffuser d'ailleurs des photos de certains qui vous ont particulièrement impressionné par leur débrouillardise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la manière dont ils vivent avec finalement très peu d'argent ? Alors, ce sont des jeunes qui vivent avec 2 balles en poche, une façon de dire les choses. Et là, il y a Abou qui, lui, a fait une formation en comptabilité, mais qui finalement avait rêvé d'être journaliste sportif. Et donc, il avait été embauché d'abord par le journal de Mantes. Et petit à petit, il s'est aperçu qu'il avait peu de chances d'aller plus loin. Donc, il a monté son Mantes Actu. Oui, son propre site. Il est devenu journaliste par ses propres moyens. Là, c'est Axel. Qui a fait une école de cinéma donc, à Nantes, qui a perdu sa maman l'année où il passait son bac et qui a quand même continué. Donc il a fait un peu de tout. Il a été coursier à vélo, il a mangé pour 20 € par semaine, il a jusqu'à ce qu'il puisse démarrer dans la vie. Réaliser son propre court-métrage grâce à il a trouvé des financements pour réaliser son projet. J'imagine que quand on réalise ce genre d'enquête, vous avez à peine, même pas 30 ans, je crois. Oui. Ça change le regard qu'on a sur la vie ? Oui, complètement. Oui. Déjà, le fait d'avoir rencontré tous ces jeunes qui sont porteurs de projets, qui sont très optimistes par rapport à leur situation précaire et qui s'en sortent très bien avec plein d'idées, ça m'a vraiment donné confiance en l'avenir. Beaucoup plus qu'avant. Parmi les jeunes que vous avez rencontrés pour mener votre enquête, enfin en menant votre enquête, vous avez rencontré Timothée, qui est avec nous aujourd'hui. Et Timothée qui incarne très bien cette génération débrouille. Alors Timothée, racontez-nous comment vous avez fait face à la précarité dans laquelle vous étiez. Alors, ouais, la précarité, je l'ai plus ou moins vécu. En fait, pour moi, c'était pas de la précarité au départ. C'était juste la vie qui n'était pas forcément facile. C'est-à-dire que vous avez arrêté l'école à 16 ans ? C'est ça. Pour quelle raison ? Parce que j'aimais pas l'école et que je me suis fait virer. Alors, c'était une bonne occasion de ne pas retourner au lycée. Du coup, j'en ai profité. Et vos parents ?
Bah, ils l'ont plutôt bien vécu quand même. Même parce que de toute façon, ils se rendaient compte que ça me rendait mal l'école plus qu'autre chose. En fait, j'étais malade, j'étais anxieux, angoissé au possible. Et quand j'ai arrêté l'école, c'était déjà beaucoup mieux. Du coup, ils l'ont plutôt bien pris. Quoi, vous aviez une sorte de phobie scolaire? Ouais, en quelque sorte. Après, j'ai jamais redoublé, par exemple. J'ai toujours été à la limite des choses, mais je faisais vraiment le boulot sans aucun intérêt derrière, quoi. Je voyais Donc, quand pas. vous avez arrêté à 16 ans, vous vous êtes dit quoi? Je vais travailler? En fait, oui et non. Mais j'avais surtout une passion, c'était le cinéma, la vidéo. Je me suis dit, pourquoi pas, même malgré mon parcours, pourquoi pas essayer d'être réalisateur. Donc j'ai essayé. Et j'ai monté ma première association quand j'avais 17 ans, en fait. Et en parallèle, j'étais bénévole dans un cinéma associatif à Caen. Voilà. Et ça, c'était chouette, en fait. J'ai appris l'école de la vie. Ça suffisait pour avoir un appartement, pour payer un loyer? Alors, j'étais chez mes parents jusqu'à mes 22 ans à peu près. Et je faisais quand même des petits boulots parce que mes parents ne me donnaient pas d'argent. Ils me nourrissaient, ils me logeaient, mais c'est tout ce qu'ils pouvaient faire. Et vous faisiez quoi comme petit boulot? Mon premier boulot, c'était livreur de sandwich. Mais c'est une boîte qui a fermé au bout de 3 mois, donc voilà. Mais c'était à 16 ans, donc c'était le premier boulot que j'ai fait. Après, j'ai travaillé dans une boîte de livraison de pizza. Mais j'ai pas tenu 2 semaines, même si j'avais un CDI, je crois. Pourquoi? J'ai pas du tout aimé les conditions de travail et la façon dont on traitait les gens. Je trouvais ça complètement inhumain. Il y en a eu combien de boulots? Il y en a eu, je dirais, peut-être une quinzaine. Mais parce que vous êtes instable? Non, c'est juste que j'ai du mal avec, je pense, le respect de l'identité au travail, où c'est très difficile d'être soi-même, en fait. Et voilà. Moi, j'avais du mal à ne pas pouvoir être moi-même. Vous aimez travailler dans des endroits où on respecte celui que vous êtes? Voilà. Mais profondément et aussi en surface et en profondeur. Donc, vous n'êtes pas prêt à vous plier trop à ce qu'on vous demande d'être? Non. Si ça ne ressemble pas à celui que vous êtes? C'est ça. Samuel, là-dessus? Oui, on parle en fait d'une tranche d'âge, l'adolescence, c'est-à-dire l'âge qui est coincé entre l'adolescence et l'âge adulte. Donc tout le monde ne traverse pas cette période, c'est pour ça qu'elle n'est pas forcément bien reconnue. Et en fait, donc c'est les 18-30 ans. Et à cet âge-là, on a encore des peurs d'enfants et on commence à avoir des préoccupations d'adultes. Et du coup, ces angoisses vont cohabiter. Et puis, il peut y avoir justement ce que vous disiez, en fait, cette peur d'être évalué, c'est-à-dire vous sortez du système scolaire et puis vous avez l'impression que vous allez être libre et puis en fait non, on continue à vous évaluer. On est souvent... Pardon, mais dans la vie en général, qui est vraiment libre? Quand on travaille, on doit forcément correspondre à ce qu'on attend de vous. Alors ça, c'est le monde des adultes, justement. Bah ouais. Et dans cette adolescence, il y a justement cette peur du monde des adultes ou ce rejet du monde des adultes dans lequel on ne se reconnaît pas forcément alors qu'on est censé en faire partie. Il peut y avoir cette peur du jugement, d'être évalué. Et puis en même temps, on peut avoir peur de l'avenir. Du coup, le réflexe de beaucoup de jeunes, ça va être de se réfugier dans le carpe diem. Vive l'instant présent, comme si c'était le dernier. Surtout pas de contraintes, la liberté. Surtout ne pas penser à l'avenir. Et en fait, ça consiste à reporter à plus tard les angoisses. Vous n'êtes pas d'accord? Alors, je pense que c'est pas pour tous les jeunes pareil, de 18 à 30, qui vivent cet instant présent. Je pense que c'est aussi une situation un peu de précarité où on a un peu plus de mal à créer son futur et à se poser la question de ce qu'on va faire l'année prochaine. Et je pense qu'on vit, les jeunes vivent de manière des périodes plus courtes, donc ils changent plus facilement et ont une grosse mobilité. Et clairement, on n'arrive pas à voir l'avenir. Il n'y a pas d'avenir. Au niveau avenir professionnel, c'est que le CDI est beaucoup plus rare. C'est-à-dire qu'on dit bien que les jeunes d'aujourd'hui vont devoir certainement avoir plusieurs vies Oui, à partir du professionnelles. moment où on n'a pas de travail stable, pas de travail en CDI, c'est difficile d'avoir une vision à long terme et donc de se projeter. Donc, qu'est-ce que vous avez décidé, vous, par exemple, Timothée? Comment vous faisiez pour survivre? En fait, moi, je réfléchissais pas tellement à l'enjeu argent. Et j'essayais de mettre en avant mes envies, mes passions, et c'est ça qui me préoccupait. Le reste, c'était secondaire. Bon, ça m'a emmené dans des histoires bancaires compliquées, effectivement, mais c'était toujours secondaire. Moi, ce qui m'intéressait, c'était aller de l'avant sur ce que j'avais envie de faire, et au fur et à mesure, affiner ce que j'ai envie de faire. Et effectivement, quand on parle de zap, c'est vrai que c'est... Enfin, moi, j'ai pas mal zappé. Hein. Même dans mes propres envies, c'était... Bah ouais, c'est ça. Jusqu'à un moment, peut-être... C'est très, très générationnel, ça. On voit bien ces enfants qui passent d'un truc à l'autre en permanence.
Et finalement, après, au bout d'un moment, à force de zapper, ben, on prend des petites choses et on se dit, ah tiens, ça marche, ça va bien, tac, tac. Et puis, le jour où j'ai arrêté de réfléchir, je dis bien ça, le jour où j'ai arrêté de réfléchir, en fait, c'est le jour où j'ai commencé à faire de la méditation. Et ben, les solutions me sont venues toutes seules. Et c'est là que j'ai commencé à faire des projets. Mais c'est dingue parce que vous avez tout compris, vous, alors très, très tôt. Hein, ce qu'on met une vie à chercher, parfois qu'on trouve très très tard. Vous l'avez compris à quel âge? 28 ans. Bravo, hein, franchement. Mais j'ai pas travaillé tout ce temps-là, donc ça m'a permis de réfléchir philosophiquement et spirituellement sur la vie. Bon, et alors donc, sans réfléchir, vous en êtes arrivé à quelle idée? Alors, c'est pas sans réfléchir, mais disons que les choses sont venues petit à petit et ça s'est fait sans que je me triture la tête et que j'en souffre. Donc, vous avez laissé remonter le truc. Exactement. Ça. Et donc, qu'est-ce qui est remonté à votre cerveau? cerveau? Et tout d'un coup, donc, je me suis dit, là, on est dans une société où il y a plein de choses qui posent problème. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution? J'ai réfléchi à plusieurs choses. Je me suis dit, c'est le partage et le participatif et le collaboratif qui me semble intéressant. Donc j'ai commencé à travailler sur un projet de garage associatif et de café associatif. Finalement, on s'est dirigé vers un café associatif. Alors c'est quoi un café associatif? Un café associatif, c'est pas un café, c'est vraiment un lieu. C'est plus une sorte de MJC, mais en plus fun, on va dire. Alors qu'est-ce qui est plus fun? Disons que c'est quand même un café, donc c'est d'abord convivial. Et après, ce qui nous intéresse, c'est d'organiser des choses, donc des ateliers, des concerts. Mais par exemple, là, on est dans le café? Alors ça, c'est avant le café. Ah. Parce que faire un café quand on n'a pas d'argent et qu'on n'a rien à prouver, vu qu'avant, on n'a fait que du zap, et c'était difficile de trouver quelqu'un qui veut bien nous louer ou une mairie qui veut bien nous prêter un local. Alors, on a quand même pris les devants. On s'est dit, on va acheter une caravane et notre café, on va aller l'emmener dans des endroits à droite, à gauche. C'est pas bête. Voilà. Et donc notre café, c'est... la caravane. C'est la caravane. Là, c'était l'année dernière. Maintenant, on a trouvé un local, mais avant, c'était la caravane. Et donc, vous l'avez trimballé où, la caravane? En fait, on est resté quand même sur notre territoire, donc à Caen, et un peu aux alentours, et sur des événements pour lesquels on nous demandait de venir pour faire la buvette, en fait. Buvette et à manger, donc on faisait des produits... Oui, en fait, c'est une buvette, votre truc. Là, c'était une buvette, mais on faisait aussi... on avait une petite tente pour faire des massages, on avait des petits concerts, on organisait, on emmenait tous nos petits trucs avec nous. Plein d'activités. Ouais, et des livres, la petite bouquinette qui est toujours dans le café. Il y a des chaises, des tables partout aussi. Oui, voilà, des chaises, des nappes. Ça contenait beaucoup de choses. Alors justement, pour mieux cerner la vie que vous menez aujourd'hui, vous avez réalisé une petite vidéo que l'on regarde. Alors ici, on est chez moi. C'est assez loin de Caen, donc c'est à 50 km. Alors ici, ce que j'aime bien, c'est profiter de la nature et laisser le sauvage vivre sa vie, en fait. Par exemple, on cultive quelques plantes. Ça, c'est plutôt aromatique, donc on l'a mis à côté de la cuisine. Et en même temps, il y a d'autres plantes qui poussent, donc parfois on en arrache un peu, mais on laisse la nature faire, en fait. Après, faut pas que ça nous embête trop, mais c'est aussi comme ça que ça se passe dans la nature. Il y a certaines plantes qui prennent un peu plus de place, donc il y en a d'autres qui sont pas contentes et qui vont reprendre la place. Alors il y en a qui vont s'effacer, mais c'est un peu comme dans la vie en fait, on fait tous la même chose en tant qu'humain. J'aime bien faire des balades et glaner dans la nature en fait ce qu'on peut utiliser pour nous. J'ai envie de dire en tout cas un petit message, c'est qu'on peut apprendre à bien vivre avec son environnement, qu'il soit humain ou naturel. Pour moi, c'est important. C'est super important et c'est ça la base du sauvage. Si j'ai un message à faire passer, c'est ça. Essayons de prendre un peu de recul, de prendre un peu sur nous pour laisser place à ce qui doit être, en fait. Et ce qui doit être, c'est ce qui est déjà. Bon, c'est un peu philosophique, mais si ça vous intéresse, vous me plaît, on en parle. Alors, je vous dis big up, à tout de suite sur le plateau, wesh wesh. Bisous. Timothée, en fait, c'est comme les marins qui font de la voile, quoi. Vous surfez, vous profitez des courants et des vents porteurs. Hein. Vous n'allez jamais à contre-courant? Non, enfin si, au début, oui. Mais avant d'aller à contre-courant, on se dit, bon, il faut effectivement faire avec la vie. Mais vous avez fait plusieurs séjours dans des ashrams en Asie Pas du tout. Hein? Je suis mon propre maître spirituel. C'est vrai? Vous avez beaucoup lu quand même? Oui.
Vous avez lu qui? Vous êtes un peu bouddhiste? Non, pas bouddhiste. Alors quoi? Je sais pas. Vous avez lu les philosophes? Oui, un petit peu. Enfin, oui, je m'intéresse à tout ça. Mais j'avoue que c'est ça qui m'a sorti des moments de galère ou de prise de... Enfin, c'est ça qui m'a sorti. Disons que c'est essayer de... Donc vous êtes très spirituel. Ouais, mais en fait, on est tous spirituels. Lâcher prise, vivre l'instant présent. Samuel? Oui, effectivement. En fait, la plupart des gens ont à la fois besoin de liberté et de sécurité. Mais ce sont des besoins contradictoires. Donc la plupart des adultes vont choisir la sécurité au détriment de la liberté. Dans le cadre de Timothée, la liberté, c'est beaucoup trop précieux. Vous ne pouvez pas y renoncer. Mais en même temps, vous avez quand même vieilli. Et puis, d'un moment, vous vous êtes dit, mais en fait, j'ai quand même besoin d'un petit peu de sécurité pour pouvoir continuer à me dire, je vais profiter de l'instant présent. En fait, c'est le vrai sens du carpe diem. C'est-à-dire, je profite de l'instant présent, mais en même temps, je me donne les moyens de pouvoir continuer à en profiter les jours suivants. Vous êtes très carpe diem, vous? Non, parce que justement, j'ai vieilli. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que justement, je fais certainement partie de ces personnes qui ont fini par choisir plutôt la sécurité et qui ont renoncé à certains rêves, peut-être. Mais c'est très triste. Ce sont des choix. Mais il faut réfléchir, Samuel, il faut lâcher prise. Alors moi, je suis pas du tout carpe diem, hein. J'ai un projet d'avenir sur 10 ans quand même, par exemple. Par contre, moi, en tant que ma vie... C'est quoi votre projet d'avenir sur 10 ans? C'est développer ce café associatif, faire d'autres projets pour essayer de faire une sorte d'entreprise qui serait une association, je le tiens à préciser. Oh là là, ça y est, vous allez entrer dans le capitalisme, alors? Eh bien, justement, non. Ah bon? Non, je voudrais trouver une taille idéale de structure qui permette de pouvoir faire vivre des gens. Vous gagnez votre vie, là, aujourd'hui? Ouais, vite fait. C'est-à-dire? 629 € par mois. Combien? 629 € par mois. Donc ça vous permet de vivre? Pour plus de 40 heures de boulot, on va dire, mais on dit 20 heures officielles. Vous avez une grande maison, un jardin? Ouais, alors la grande maison, elle vaut le prix d'un 12 mètres carrés à Paris, peut-être. C'est ça l'avantage d'habiter loin d'une ville. Enfin, vous seriez malheureux dans un 12 mètres carrés à Paris, manifestement. J'ai vécu en 12 mètres carrés à Caen, mais effectivement, c'est étouffant et difficile. Et là, vous avez l'air bien? Ah bah oui, là, c'est plutôt cool. Ouais. C'est plutôt chouette, la Donc, vie. alors, le projet, c'est de développer tout ça? Ouais, sans non plus trop d'envergure, quoi, mais... Attention à ne pas vous perdre et à ne pas perdre l'équilibre que vous avez trouvé. Je me serais déjà perdu, je pense. Je ne peux qu'aller vers le meilleur. Mais on ne sait jamais, je peux peut-être mourir du jour au lendemain. Qu'est-ce que vous en pensez, Kinsey, de Timothée? Oui, il a l'air très bien. Il a l'air heureux dans sa vie, c'est cool, ça fait plaisir. J'espère que vous allez continuer sur votre lancée, tous les deux, et que vous reviendrez bientôt nous dire où vous en êtes. Ouais. Votre fiston, vous le voyez quand, là? Ce week-end. Ce week-end. Ouais, je suis contente. Donc c'est la joie. C'est la joie, ouais. Vous ne l'avez pas vu depuis combien de temps? Depuis le week-end, pas celui-là, l'autre. Voilà. Donc vous devez être impatiente. Comme toujours. Vous l'embrassez pour nous? Ouais, ça va. Bon, et puis vous nous tiendrez au courant de ce que vous êtes devenus à l'avenir. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver comme chaque week-end dans votre version féminin. On se retrouve tout de suite pour un nouveau numéro de l'Histoire continue. Où nous retrouverons notamment Claude, qui était venu nous parler de sa quête du grand amour. Sur notre plateau, il avait rencontré Micheline pour la première fois. Alors, la magie a-t-elle opéré? Sont-ils toujours ensemble? La réponse juste après la pub. Merci à Samuel. À tout de suite. Bientôt, dans toute une histoire, des pères nous raconteront leur combat pour continuer à voir leur enfant. Benoît, 34 ans, a traversé la France et gravi 40 mètres pour porter la parole des papas en colère. Le matin du baptême de mon fils, on m'a signifié qu'il fallait que je parte le soir. J'ai pas vu mes enfants pendant 6 mois. Ouais, c'est pendant pas mal de temps. Ouais. On dort pas la nuit, on pleure tout le temps. Et j'ai même fait de l'eczéma. Quand on voit un enfant, ça nous renvoie au manque, bien sûr, que l'on a au quotidien, qui est juste un immense vide. Pour récupérer la garde de leur enfant, ils ont entamé un bras de fer avec leur ex. Ni elle ni moi n'avions l'intention de laisser nos enfants, malgré la distance. Il y a forcément à un moment donné un perdant et un gagnant, et ça c'est tout à fait toxique. Aujourd'hui, un enfant sur 5 ne voit plus du tout son père. Il ne faut pas perdre de vue l'enjeu essentiel qui est le bien-être de l'enfant et sa construction. So
fall.